Et là, je te connaissais un peu par tes bouquins, mais je me suis dit, mais Antoine Peillon, c'est Che Guevara, quoi. Enfin, d'ailleurs, tu dis que Macron est un tyran. Enfin, on est dans une situation pré-insurrectionnelle à te lire. Et je partage un peu cette opinion, quoi. Comment ça t'est venu? Quel a été le choc de départ? Parce qu'il faut une énergie pour écrire ça. Comment t'as trouvé le chemin pour parler de lui? Il fait reculer avec une violence tout à fait maîtrisée. Il ne cogne pas comme un sourd. Et on y reviendra, mais les documents que je possède, certificats médicaux, des examens des gens, voilà, montrent qu'il n'est pas dans l'extrême violence. Mais il les fait reculer. Et il y a cette phrase qui revient souvent dans le livre, qu'il a le peuple, c'est comment le peuple est en moi, la rage du peuple est en moi. La colère, il parle de la colère, quelque chose qui est interdit aujourd'hui. Il dit qu'il est gilet jaune, il fait ça pour ses enfants, il fait ça pour les femmes seules. Il pense à toutes les personnes qui sont dans la précarité. C'est un grand thème de nos discussions, j'espère qu'on y reviendra, entre lui, son épouse Karine, Christophe, moi-même. L'émotion. Je suis pris d'émotion, et une émotion plutôt donc positive, joyeuse. Je dis, enfin, on a notre David contre Goliath, parce que ces policiers, depuis des semaines, ces gendarmes surarmés, sont déjà dans ce qu'on appelle aujourd'hui les violences policières. Ils matraquent, ils envoient des grenades. Les blessures sont déjà très nombreuses et très graves. Et tout le monde subit, et tout le monde recule, et tout le monde est humilié. Et autour de moi, j'entends sans cesse, dans ma famille, parmi mes amis, des gens qui disent « Je suis d'accord avec les Gilets jaunes, je suis pour les Gilets jaunes, mais je ne veux pas les manifester, je ne peux pas les manifester parce que j'ai peur. » Et là, on a une sorte de figure héroïque. Nous sommes tous des enfants, nous avons besoin du chevalier vermeil. On a une figure héroïque qui, pour une fois, inverse cette sorte de soumission. Voilà, c'est une émotion positive. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on aurait bien aimé qu'il soit là, mais son statut aujourd'hui fait que... Il est interdit de séjour à Paris. Il est dans des procédures disciplinaires, d'une part, par rapport à son employeur, et judiciaire, puisqu'il demande un bracelet électronique de façon à ne pas être enfermé chaque nuit. Tous les jours. Il est en centre carcéral, à Corbeil-Essonnes, dans des conditions révoltantes. C'est mon point de vue. Lui, il raconte, il ne donne pas de point de vue qui pourrait froisser qui que ce soit. Mais mon point de vue, au récit qu'il fait de ces conditions, carcérales, chaque soir, il faut qu'il y soit à 18h, et le lendemain matin, il peut quitter à 8h, alors qu'il a une jeune femme et qu'il a 3 jeunes enfants, 2 filles de 13 ans et un garçon de 10 ans. On le martyrise, c'est clair et net. Donc, il ne peut pas venir ici. La plainte de cette dame a été reçue. Et il y a actuellement une enquête de ce qu'on appelle la police des polices, qui, de façon d'ailleurs assez imminente, devrait rendre ses conclusions. Son avocat, c'est Maître Deveul, a plutôt bon espoir que les conclusions de cette enquête seront qu'il y a eu violence policière à l'encontre de cette dame. Est-ce que son témoin... Ce qui va être essentiel par rapport à ce qu'a raconté Christophe Détinger et le témoignage qu'elle a aussitôt porté le jour même où il se présentait au commissariat, pendant sa garde à vue. Elle dit « il m'a sauvé la vie » parce qu'elle a des souffrances du fait de la si tu maladie. veux, je peux lire le passage, mais d'abord j'ai une question. C'est un témoignage exclusif, c'est jamais sorti dans les médias. Non, si. On a parlé d'elle, il a dit « j'ai défendu cette femme », etc. Mais il n'y a jamais eu de choses précises, de reportages télé, ça n'a jamais été explicité, ça. Non, les propos qu'elle tient là sont des propos qu'elle tient à la presse, qui ne sont repris que par une presse dite alternative. D'accord. Alors elle dit, le récit complet, elle s'appelle Gwenaëlle Antinori, oui. Le Joncourt. Elle dit, avant que le boxeur ne vienne à son secours, ce qu'elle raconte, tu dis, est édifiant. Sur les vidéos, on me voit en boule rouge par terre, donc c'est elle qui parle, au sol sur le pont. Je marchais en famille, je me suis retrouvé par terre au sol. Un policier m'a donné des coups de matraque et des coups de pied. Un autre a essayé de l'arrêter en disant, arrête de la taper, puisque je n'avais rien fait. Je ne faisais que marcher. Le policier n'arrivait pas à arrêter son collègue qui était déchaîné. Et M. Détinger est arrivé, a pris le policier et l'a enlevé de moi. J'ai reçu des coups de matraque dans la bouche, dans les dents, des coups de pied dans les côtes. Et comme j'ai un problème pulmonaire, si j'avais reçu trop de coups trop longtemps, j'y passais. Donc il m'a sauvé la vie. La première fois que je les ai rencontrés, lui et Karine, son épouse, ils m'ont témoigné de leur horreur viscérale, instinctive, c'est le mot qu'ils ont employé, de toute discrimination.
de tout acte qui va faire qu'un faible ou un plus petit, ou quelqu'un qui a des problèmes, un handicap par exemple, et Karine Détinger connaît très bien ça pour des raisons familiales, que toute personne affaiblie qui serait visée, qui serait contrainte, qui serait agressée, mérite leur secours immédiat. On arrive à emprisonner cet homme et à fabriquer ce personnage de gitan cogneur. C'est quoi la phrase d'Emmanuel Macron? Il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. Oui, il est influencé par un avocat d'extrême gauche. Des avocats d'extrême gauche. La réception de cette vidéo par le président de la République, c'est de dire ce ne sont pas les mots d'un boxeur gitan. Il ne peut pas, sous-entendu, on ne peut pas s'exprimer correctement comme ça et avec intelligence, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence, si on est un boxeur et surtout un boxeur gitan. Donc il y a une connotation raciste que moi je relève, qui est relevée par son entourage, par son épouse qui a été absolument révoltée par ça, par ses avocats. Et la deuxième chose que fait le président de la République, c'est qu'il fait vraiment une sorte de fièvre de paranoïa en disant il est déjà manipulé, c'est un complot de l'extrême gauche, il est manipulé par des avocats d'extrême gauche. Et il développe d'ailleurs, puisque c'est devant un petit cénacle de journalistes de cour, il dit regardez, RT, les Russes, voilà, les médias français sont pourris par des propagandes qui sont des propagandes de l'étranger. Alors si tu connectes tout ça, le gitan, l'étranger, on a une sorte d'esprit, propagande d'État, mais aussi un état d'esprit culturel du président de la République qui est très très inquiétant. Moi je dis que ça fait écho à des cultures, des heures sombres de notre histoire. Parce que j'ai découvert, il y a quand même des rapports médicaux contre les policiers qui sont un peu particuliers, quoi. On a le sentiment qu'ils sont un peu bidonnés, quoi. Il y en a un qui a une ITT de 15 jours, l'autre de 2 jours, mais je ne vois pas comment il a... C'est sous nos yeux, Denis. On va commencer par ça, puis après on va revenir sur la question de l'État et de la violence de l'État et pourquoi. Il s'agit d'un certificat médical qui est établi le 6 janvier 2019 à 14h30. C'est à l'hôpital, à Assistance publique Hôpitaux de Paris. Et il s'agit, je n'aurai pas les noms, mais de l'examen médical d'un des 2 gendarmes, celui qui a eu 15 jours finalement d'ITT. Cette personne, ce gendarme, dit qu'il a été traîné par derrière, qu'il a été violemment agressé, et même qu'il y avait intention de le tuer. Quand on regarde en fait l'examen clinique qui est fait par le médecin, voilà, et donc il y a 15 jours d'ITT à la clé. Bon état général et nutritionnel, tant mieux. Douleur face postérieure, tête humérale, donc c'est l'humérus, c'est ici le haut du bras, et en regard de l'omoplate gauche. Volumineux hématome du tiers inférieur de la cuisse droite ayant diffusé au genou, donc sur la cuisse. Absence d'autres lésions d'allure traumatique macroscopiquement visibles à ce jour. Est-ce que tu lis en lisant ça que nous sommes devant des blessures qui sont des blessures qui supposaient qu'il y avait volonté de tuer? Comme pourtant la déposition du plaignant le dit explicitement. Donc en conséquence, tu imagines un procès qui lui est fait, qui aboutit à une peine de prison ferme de 1 an. Certes aménagé par le fait qu'il peut rentrer en journée faire son travail, puisque c'était le motif, mais que toutes les nuits, il doit être en prison. Dans la prison où il est, dans le centre carcéral où il est le seul qui a ce profil-là. Pas de casier judiciaire. Des dizaines et des centaines de témoignages favorables, y compris de son employeur. Les chiens de garde sont arrivés, je pense aux médias, là, on a vu, moi j'ai vu, je me souviens des papiers sur les chaînes Tout Info, je me souviens des articles. Les gants coquets. Les gants. La rumeur diffusée par une source policière, reprise telle qu'elle. Par France Inter, non? Par France Inter en premier. Et puis après par tous les médias. Il n'y a pas eu vraiment d'excuses d'ailleurs après quand on a su que c'était faux. Mais même on regardait les photos parce que moi les gants coquets pour les gens qui nous écoutent et nous regardent. Ça supposait que Christophe Détinger serait venu avec des gants dans lesquels il aurait mis du plomb, de façon à ce que ses coups évidemment soient d'une gravité bien supérieure à des coups donnés par des mains dans des gants. Cette accusation a été portée contre lui dès qu'il s'est rendu à la police. La vérification que c'était faux par la police a été immédiate, puisque la perquisition a montré que les gants qu'il avait n'étaient en rien équipés de quoi que ce soit, ni coque, ni... Or, la presse a repris ça pendant plusieurs jours,
tel quel, en se sans contre-enquête, l'un l'autre, en se copiant comme d'habitude l'un l'autre, en aggravant à chaque fois, bien sûr, pour mettre un peu de sel et un peu de poivre, l'accusation. Et après, quand il est apparu que c'était faux, il n'y a eu aucun démenti publié. Ah non, mais ça, c'est terrible. Et aucune excuse. Alors que les conséquences judiciaires, sauf que heureusement le tribunal n'a pas été dupe et que les juges n'ont pas été dupes, les conséquences judiciaires de ça, c'était que c'était avec préméditation. Tu parlais de la perquisition. J'ai découvert en lisant ton livre que les flics sont donnés à cœur joie chez Détinger, cassant même les jouets de ses enfants. Enfin, c'est hallucinant. Alors, ça aussi. Ils ont tout retourné, y compris... On les sent vexés, là. Non, c'est une façon, là encore, de faire peur. Et les gendarmes qui assistaient à la perquisition, qui étaient en protection derrière, ont été choqués. Les gendarmes de la commune où vivent les Détingers ont été choqués. Tu les as vus pour faire l'enquête, ouais. Ont été choqués par la façon dont la police, puisqu'il s'agissait de la police, a mené une perquisition qu'on appelle une perquisition sale. Des policiers m'ont raconté que certaines perquisitions doivent être sales, parce qu'elles doivent salir, elles doivent traumatiser. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé chez eux. On a retourné toutes les affaires, y compris les plus intimes, et y compris celles des enfants. On a fouillé le sapin de Noël, on a fouillé la crèche. Ils sont chrétiens, ils avaient à l'époque de Noël et de cette période du Nouvel An, ils avaient une crèche. On a fouillé chaque millimètre carré chez eux, mais en renversant tout, en abîmant tout. La façon dont les médias, certains médias ont relayé des rumeurs infamantes, y compris sur ses éventuelles accointances avec l'extrême droite. Il faudra peut-être en parler de son monde politique. Tout ça, ça relève de ce qu'on appelle la post-vérité aujourd'hui. Tout ça relève de la propagande. Tout ça relève du mensonge, qui est une signature, tu sais, mensonge et violence, et notamment mensonge et violence de l'État. C'est quelque chose que Hannah Arendt a vu dans l'Amérique, qui justifiait la guerre au Vietnam. Et nous sommes en plein dans cette situation. Ce que tu dis et ce que tu démontres, c'est qu'avec ce gouvernement, depuis 2 ans, on touche le fond. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, tu sais, un Détinger qui agit qui se précipite pour sauver une dame en manteau rouge qui est en train de se faire tabasser, c'est la même chose. Il ne se détourne pas. Il regarde en face. Il prend le risque sciemment d'aller vers l'autre pour le bien de l'autre. Parce qu'on voit bien qu'il y a une stratégie du pouvoir et des courroies médiatiques, de certaines courroies médiatiques, de vouloir le présenter comme un nervi d'extrême droite, un type un peu décérébré, etc. Comment lui... Je vais te faire rire. On a trouvé sur son profil Facebook une photo de la nièce Le Pen, là, de Marine Maréchal Le Pen. Ouais. Voilà, il avait mis ça, il avait liké. Non, il avait liké une photo devant son épouse, on en parle. Il dit, c'est parce que je la trouvais jolie. C'est un homme simple aussi. Oui. C'est un homme qui, avant d'avoir fait ce qu'il faisait, avait une vie tout à fait banale par la plupart des aspects. Certes, il a été champion de France de boxe. Mais voilà, il likait aussi des filles qu'il trouvait jolies. Et celle-ci, ça a été le cas. Sur ses opinions politiques, il est aujourd'hui défendu par un syndicat qui est la CGT, dans le cadre de la procédure disciplinaire. Oui, parce qu'il s'est fait virer de son emploi, ce qui est dingue. Enfin, il s'est fait suspendre. Hein. Il a une suspension. Bon. Il passe, là, à la fin mai, je crois que c'est le 26 ou le 27, en commission disciplinaire. On ne sait pas ce que ça donnera. Pas forcément le plus grave, il faut le souhaiter. Il faut dire que la mairie qui l'employait a subi des pressions considérables, mais que... De qui ? De l'État. De l'État. Clairement. De l'État. Toute commune, toute municipalité... est en dette vis-à-vis de l'État, et parfois de façon très importante. Et là, il y a eu des pressions. Parce que cette même municipalité lui a fait entendre sa sympathie et le fait que, d'ailleurs, il avait été réemployé aussitôt qu'il avait pu être employé. Bon, donc il y a eu cet aspect-là. Il y a aussi la procédure judiciaire, c'est-à-dire que la juge d'application des peines doit se prononcer à la même date quasiment, c'est le lendemain ou la veille, je ne me souviens plus, j'ai les dates bien sûr par ici, sur l'acceptation ou non de le doter d'un bracelet électronique, comme Jérôme Cahuzac, dont le procès d'ailleurs pour... Oui, tu parles de Guéant et Cahuzac, ils ont été bien mieux traités que Christophe Détinger. Je trouve bien traités, honnêtement, comme on le souhaite pour tous les êtres humains. Il n'y a pas besoin de mettre en prison. Je ne fais pas partie de ceux qui ont souhaité que Jérôme Cahuzac aille en prison. Mais lui, voilà. Exactement, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il est clair qu'on veut faire de ce David un exemple pour montrer que c'est Goliath qui est le plus fort. Dis-moi, j'ai une question qui est très importante que je voudrais te poser, qui ne concerne pas Christophe Détinger, mais qui concerne Jérôme Rodriguez. Grâce à tes sources policières,
tu as une révélation. Et sécuritaire. Et sécuritaire, on va dire. J'essaie de noyer tes sources, tu vois. J'essaie pas de. On découvre à tes côtés qu'il y a une. Est-ce que je déforme tes propos en disant que tu apportes la preuve que. Non, je n'apporte pas la preuve. Alors, explique. J'apporte des témoignages dits par des gens que je prends tout à fait au sérieux, et dans le monde sécuritaire et dans le monde policier, qui me disent qu'il a été pointé. Jérôme Rodriguez, Jérôme Rodriguez qui a perdu l'œil à la Bastille dans un acte des Gilets jaunes, je crois de début février, la date est, je crois, celle-là, dans des circonstances invraisemblables. Il est totalement pacifique, il est là même en train de pacifier l'atmosphère qui est en train de dégénérer, et il reçoit premièrement une grenade de désencerclement à ses pieds, et quasi immédiatement, instantanément, une balle de LBD 40 dans l'œil. Ouais. Et il était borgné. Lui-même n'a aucun doute sur l'origine de cet éborgnement. Il le dit d'emblée, y compris d'ailleurs en se filmant lui-même dans l'ambulance des pompiers qui le mène à l'hôpital Cochin. Il accuse très rapidement un tir de LBD 40 qui était déjà sur la sellette à l'époque. Son avocat fait de même. Dénégation catégorique du préfet de Paris, du ministre de la Sécurité, appelons-le comme ça, M. Laurent Nunez, et du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en disant c'est impossible, c'est impossible. Et il apparaît finalement que plusieurs jours plus tard, un gendarme est obligé de convenir qu'il a effectivement fait un tir de LBD, même s'il nie que c'était un tir de LBD qui avait été dirigé contre Jérôme Rodriguez. Or, les sources qui sont les miennes me disent qu'il a été pointé. Cet homme-là devenait extrêmement populaire, il est charismatique, et c'est pour ça qu'il a été pointé. Alors justement, je voudrais que tu... Comme d'ailleurs tu disais, il y a la crainte que Christophe Détinger devienne un héros, et c'est pour ça qu'on le martyrise et qu'on empêche, qu'on le met en cabane en quelque sorte pour le cacher, pour lui interdire de prendre la parole, ce qui est le cas actuellement. Il ne peut pas... Des propositions ont été faites pour qu'on soit interviewés tous les deux ensemble. Nous sommes obligés de les refuser. Bah oui, j'ai essayé moi aussi. Oui, ce qui est normal. On pourrait faire un Skype. Bon, non, mais on a vraiment envie de le voir. On a vraiment envie de lui dire que tu vois. Et le connaître et l'écouter, parce que ce que cet homme-là est capable de dire avec presque parfois il est prophète. Il a un prophétisme sur le chaos dans lequel nous vivons. Il a une analyse du chaos de notre société qui, moi, m'épate complètement. Mais tu vois, moi, j'ai envie de le prendre dans mes bras et de m'excuser pour tous les autres. Tout le monde n'est pas comme tous ces connards qui ont fait tout ça. Non. Mais je voudrais revenir là-dessus parce que ce que tu dis sur Rodriguez est vraiment intéressant. En fait, sans décoder plus que ça, ça n'est pas seulement un acte gratuit ou un policier qui se dit « tiens, je vais me payer Rodriguez ». On voit bien que ces policiers qui tirent au LBD ont des consignes. Oui. C'est ce qui apparaît dans le truc. Alors, pour 99% d'entre eux, ou 90%, ils n'ont pas de consignes précises comme celle-là. Se payer Rodriguez... En revanche, ils ont l'autorisation d'ailleurs, il y a un passage du livre qui le dit, c'est qu'il est filmé, ce pauvre policier, avant que sa hiérarchie intervienne, pour dire « ben non, nous, c'est autorisé de tirer au visage », parce que j'ai toute une thématique sur qu'est-ce que ça signifie de tirer sur les visages. Et donc, il y a un policier qui dit bah oui, non, interrogé par un gilet jaune, mais alors, vous savez que vous n'avez pas le droit de tirer sur les visages ? Si, on est tout à fait autorisé. Ça, Bon, ça, c'est le commun, tu vois, de la police. Il y a au sein de la police des gens très spécialisés et dans le renseignement et dans l'action en conséquence du renseignement qui visent des efficacités comme un commando de services spéciaux quand il y a nécessité de désamorcer une situation dangereuse. Tu peux très bien imaginer que dans ce qu'on appelle les BAC, les brigades anticriminalité, qui sont des grands acteurs du LBD 40, il y ait des fonctionnaires qui soient très bien branchés avec cette police-là, cette police de renseignement, de services spéciaux et d'action spéciale. Laurent Nunez, il a été patron de la DGSI. Ouais. Quand mes sources policières, la Aleph, m'en parlent, ils me disent mais on l'a croisé tout le temps, c'est un véritable spécialiste de la chose. Nous avons à la tête là, du gouvernement... On se dit en même temps, à contrario, on se dit quand même que de faire ça, je veux dire, il est blessé, il a perdu son œil, mais ça l'a victimisé, ça ne l'empêche pas d'aller faire les plateaux, Denis, etc. Et il a eu un moment creux. Oui. Tu sais, il y en a un qui a lâché le morceau, là, il y a peu de temps. Drouet. C'est pas le même genre d'homme, mais quand même
quand même. Oui. Il y a un moment donné, quand tu éborgnes les gens, quand tu les menaces, ils finissent, parce que c'est leur vie qui devient en jeu. Les paroles, tu parlais d'émotion tout à l'heure. Moi, Jérôme Rodriguez, j'ai trouvé que cette génération, parce que quelque part, il est aussi, lui, plus jeune que nous, qui ose dire qu'il est coquet, qui ose dire que ça va être très dur de se regarder dans la glace, qu'il a un visage, que pour lui, c'est important d'être beau, et que là, on l'a déglingué. C'est le mot, Denis. Il dit, ils m'ont déglingué. Déglinguer, c'est pas déglinguer l'œil, c'est déglinguer l'homme. L'homme est cassé aussi. Et là, il survit pourquoi? Parce qu'il est transcendé par une cause, parce qu'il est porté par une histoire. On a accusé les Gilets jaunes d'être antisémites. Sa famille a été dans la résistance. Il a dépendu résistant. Il y a Mauthausen aussi. C'est quelqu'un qui sait, dans son histoire familiale, ce qu'est le camp de concentration et d'extermination. Et alors, il faut quand même dire ça. C'est que ces personnes, elles tiennent pourquoi? Elles peuvent être déglinguées, mais elles savent qu'elles sont dans une révolution. Je sais, mais elles sont les acteurs d'une révolution. Ce qui est aussi, très énervant, et j'emploie à dessein un mot un peu bancal, c'est de voir que du côté du pouvoir, tu parles de Benjamin Griveaux, tu parles de Castaner, tu parles évidemment de Macron, on en parlera sur la fin. Il n'y a jamais une once de mansuétude, une once d'humanité. C'est toujours ce même discours qui se reproduit, qui est un discours de mensonge. Je me disais en lisant ton livre, peut-être qu'un jour, en rêvant un peu, il y aura peut-être un procès derrière tout ça. Parce que ces gens-là sont responsables de choses très très graves. Et aujourd'hui, ils sont portés par une sorte d'idéologie un peu molle, de journalistes qui la ferment, d'une garde des Sceaux. J'ai jamais vu pareil garde des Sceaux. Enfin, les propos qu'elle tient, il y a même des types qui se font enfermer parce qu'ils ont des slogans sur leur pull, quoi. Enfin, il y a pas de... D'ailleurs, dans ton livre, par moments, on suffoque. On se dit, putain... Et toi... Tu les alignes consciencieusement. J'essaye, je le dis au début, d'être dans la vérité des faits. Très cher à Hannah Arendt. Les paroles de ces gens-là, ce sont des faits. Tu vois, tu cites Orwell, tu cites Hannah Arendt, tu cites Léon Blum, j'espère que je pourrai lire ça tout à l'heure, mais tu cites le préfet Grimaud. Maurice Grimaud, mai 68, préfet de police on de Paris. était des enfants tous les deux, mais moi, l'image que j'avais de Grimaud, c'était un tortionnaire, un facho, enfin, qui tirait sur les manifestants, etc. Et tu dis, je crois que ça vaut la peine, cher Christophe Détinger, que je vous cite quelques extraits donc de ce que dit Grimaud en 68 à tous les policiers. Voilà, le 29 mai 68, il écrit à tous les policiers et il écrit la chose suivante. Je m'adresse aujourd'hui à toute la maison, aux gardiens comme aux gradés, aux officiers comme aux patrons, et je veux leur parler d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence, c'est celui des excès dans l'emploi de la force. Si nous ne nous expliquons pas très clairement et très franchement sur ce point, nous gagnerons peut-être la bataille dans la rue, mais nous perdrons quelque chose de beaucoup plus précieux. Et à quoi vous tenez comme moi, c'est notre réputation. Je comprends que lorsque des hommes assaillis pendant de longs moments reçoivent l'ordre de dégager la rue, leur action soit souvent violente. Mais là où nous devons bien être tous d'accord, c'est que passé le choc inévitable du contact avec les manifestants agressifs qu'il s'agit de repousser, les hommes d'ordre que vous êtes doivent aussitôt reprendre toute leur maîtrise. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation et lorsqu'ils sont conduits dans les locaux de la police pour y être interrogés. Dites-vous bien et répétez-le autour de vous, toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. Donc après, on va dire qu'on est des anti-macroniens primaires, etc. Ce sont des psychiatres qui le disent. Tu sais que depuis cette conférence de presse, y compris, il y a un billet fort bien documenté dans le Huffington, dont le titre est « Emmanuel Macron est-il malade ?» au sens psychiatrique. Et qui vient sur quoi ? On a posé les mêmes questions sur le narcissisme. Je ne pense pas qu'il... Enfin, mais en tout cas, le discours qu'il a tenu. Tu as vu que je cite Roland Gori, qui est un psy de très haut niveau. Qu'est-ce qu'il nous dit, Roland Gori ? Il voit dans le « en même temps », il trouve un symptôme de ce qu'on peut qualifier être une schizoïdie. Et ce qu'il dit, c'est que ces personnes qui sont dans la transgression d'un côté et dans le code moral affiché de l'autre, donc dans l'ambiguïté, comment ils verrouillent au niveau de leur personnalité interne par le narcissisme. La clé de verrouillage
des personnalités schizoïdes ou de duplicité ou d'ambiguïté grave, qui portent à des conséquences qui peuvent être très graves, c'est le narcissisme. Ça devrait nous indiquer une piste sur le président de la République. Primo, il est allé de façon nocturne, au début de son quinquennat, faire une visite aux gisants de la basilique de Saint-Denis. Et il s'est arrêté, d'après les témoignages que l'on a, devant 3 gisants assez symboliques quand même. Symboliques de quoi? De l'absolutisme. Symbolique de la royauté la plus puissante, voire la royauté qui a persécuté les protestants pendant les guerres de religion. Le fils de François Ier. Il y a François Ier, puis Henri II, le fils qui, lui, est un persécuteur. Et puis, il y a cette histoire de Charles X. C'est-à-dire qu'au moment où il fait sa visite là-bas, une association qui milite, royaliste, totalement royaliste. Excuse-moi, c'est une visite qui n'est pas officielle, c'est une visite officieuse. Comment tu as appris qu'il avait fait cette visite Écoute, sans difficulté. Aleph, non? Non, Aleph, tu sais, c'est beaucoup de monde. Oui. Non, écoute, ça pas la source de ça, c'est pas... Je te demande pas la personne, mais comment tu l'as su? Personne ne l'a su. Je l'ai su parce que j'ai cherché. Quand on cherche, on trouve. Je me suis dit, j'ai eu ce soupçon là du royalisme de Macron. On m'a aiguillé, premièrement, dans les discussions que je pouvais avoir avec des amis, sur Chambord. On m'a aiguillé sur Versailles. Et puis, tu vois, j'ai recherché, et puis on m'a parlé de Saint-Denis. Et j'ai trouvé que il va à la nuit à Saint-Denis voir ces gisants. Bon, a priori, tout le monde a le droit de le faire, mais enfin, c'est un peu particulier quand on est président de la République française, une république qui est quand même fondée quelque part par la Révolution de 1789, d'aller au cœur spirituel. C'est le cœur spirituel de la royauté française. Et là, ça m'interroge. Et je découvre qu'une association qui milite pour le retour des restes, le cœur de Charles X, justement à la basilique de Saint-Denis, puisque c'est vraiment la pyramide des rois de France, est en contact avec le conseiller mémoire et histoire du président de la République, pour lancer enfin les procédures diplomatiques nécessaires pour ce fameux retour, et que les choses roulent très bien, favorablement. Quand on sait qui est Charles X, alors il faut le rappeler, Charles X, c'est en quelque sorte le dernier roi de France. C'est celui qui finit en 1830, sur les journées de juillet, appelées les Trois Glorieuses, une révolution qu'il aura déclenchée lui-même dans sa restauration, qui est la dernière restauration, par des lois scélérates, des lois d'interdiction de liberté de la presse, de ratiboisage complet du Parlement qui existait encore un peu, et on appelle ça les ultra-royalistes, ceux auxquels il dévoue son mandat de dernier roi de France. Il est lui-même un ultra du royalisme. Donc c'est le symbole, Charles X, pour ceux qui sont royalistes, du nec plus ultra. De l'absolutisme. C'était le roi fou, non? On l'appelait le roi ultra. Le roi ultra. Il n'était pas fou, non. Il était même, tu sais... avait cette réputation, mais en tout cas... Donc toi, tu veux dire que Emmanuel Macron, il y a un curieux mimétisme? Il y a, symboliquement en tout cas, mais culturellement, plus profondément, chez lui, une fascination pour ça. C'est une fascination explicite, puisqu'il y a cette fameuse interview, mais ça, il y a eu une réplique après avec le Nouvel An, mais l'interview qu'il donne au 1, le magazine 1, ce remarquable journal, où il explicite que ce qui manque dans la République française, c'est le roi. Il y a un fantôme qui nous hante tous et qui fait que notre République est vide, qu'elle est dévitalisée, que finalement... heureusement, De Gaulle avait restauré cette dimension régalienne. D'ailleurs, le mot est resté. On dit les services régaliens, la République régalienne. Enfin voilà, régalien, c'est le roi. Ce qu'il nous manque, c'est le roi. Et il se promet bien évidemment, donc, quand il donne cette interview, il est alors ministre du budget, il se promet bien de venir combler cette place manquante, c'est-à-dire celle du roi. J'ai deux